Aujourd'hui, une émission consacrée à un livre qui vient de paraître et qui s'intitule Les réflexions sur la violence de Georges Sorel, préfacé par Pierre-André Taguieff et postfacé par Julien Freund. Également un ouvrage qui vient de paraître et qui s'intitule Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur de Rudolf Carth, préfacé par David Lépée. Et c'est autour de ces deux livres que nous allons parler du thème Actualité de Georges Sorel, existe-t-il une violence créatrice ? Alors j'ai dit que Rudolf Carth, auteur de l'ouvrage Sorel, le révolutionnaire conservateur, édition de la Nouvelle Librairie, qui vient de paraître, était présent dans le studio. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. David Lépée qui va nous rejoindre, qui est rédacteur en chef de la revue Crisis, dont les éditions publient les réflexions sur la violence donc de Sorel en 2023 cette année, et préfacier de l'ouvrage Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur, aussi à la Nouvelle Librairie, comme je l'ai dit précédemment. Lépée est également collaborateur aux revues Front Populaire et Éléments. Et puis nous avons comme troisième invité Pierre Le Vigan, philosophe, auteur de l'ouvrage éparpillé façon puzzle, ça nous rappelle les tontons flingueurs, Macron contre le peuple et les libertés aux éditions Perspectives Libres en 2002. Alors avant de parler de Sorel et des livres qui viennent de paraître, je voudrais vous entretenir de deux ouvrages qui viennent de paraître, qui sont liés aux émissions que j'ai faites précédemment. Il y a un mois notamment, je consacrais une émission à José Antonio Primo de Rivera. Alors il se trouve que une édition de l'Association des Amis de Robert Brasillac publie l'histoire de la guerre d'Espagne de Maurice Bardèche et Brasillac, à l'enseigne des 7 couleurs. C'est aux ARB. Association des Amis de Robert Brasillac, et il se trouve que dans ce livre, il y a une vingtaine d'entrées, au moins, consacrées à José Antonio Primo de Rivera, qu'admiraient Bardèche et Brasillac, même si évidemment par rapport à l'époque, le terme générique de fascisme ne s'appliquait pas forcément à ce qu'a été le phalangisme josé-antonien, mais ça nous emmènera bien loin, et en tout cas à notre émission dernière, il y a un mois. Et puis je voudrais signaler également la réédition du livre de Paul Ceran, le romantisme fasciste, préfacé par Olivier Dard, qui a écrit une 50aine de pages de préface excellentes, revues et corrigées et annotées parce que il avait déjà publié ça chez Pierre-Guillaume Deroux, Les dissidents d'Action française et le romantisme fasciste augmenté de préface. Et là maintenant, il réédite, si j'ose dire, à la Nouvelle Librairie, ce livre de Paul Ceran, Le romantisme fasciste, mais complété, annoté, etc., etc. Donc c'est un ouvrage qu'il faut lire, puisque vous vous rappelez que les différents auteurs qui sont étudiés par Paul Ceran ne sont autres que Lucien Rebattet, Robert Brasillac, Abel Bonnard, Alphonse de Chateaubriand, Pierre Drieux-La Rochelle, et il doit m'en manquer un que je ne retrouve pas immédiatement, mais il m'en manque un, je crois. Il y a Robert Brasillac. Louis-Ferdinand Céline. Ah oui. Louis-Ferdinand Céline. D'ailleurs, ça me permet de dire que Philippe Duc, que nous connaissons bien ici à Radio Courtoisie, ne s'est jamais expliqué vraiment pourquoi Paul Ceran n'avait pas intégré dans sa liste des écrivains dits fascistes français Ramon Fernandez, qui effectivement était un grand esprit et un grand écrivain et qui a eu un moment la tentation fasciste. On pourrait ajouter Pierre-Antoine Cousteau aussi, bien qu'il n'ait pas d'œuvre à proprement parler. C'est la raison pour laquelle je pense que Paul Ceran ne s'était pas attardé sur lui. Enfin voilà, donc le romantisme fasciste de Paul Ceran, réédité aux éditions de la Nouvelle Librairie avec une préface d'Olivier Dard. Alors nous repassons donc à notre thème central. Actualité de Georges Sorel, existe-t-il une violence créatrice, avec Rudolf Carth, Pierre Le Vigan et David Lépée qui va nous rejoindre. Alors pour essayer de bien comprendre d'abord qui est Georges Sorel, je citerai directement Pierre-André Taguieff, qui écrit « Les réflexions sur la violence sont le plus connu et le plus méconnu des livres de Georges Sorel. Penseur politique inconformiste et intempestif, dont l'influence n'a cessé de s'exercer au cours du XXe siècle dans les milieux les plus divers, des traditionalistes contre-révolutionnaires aux révolutionnaires anarchistes communistes, en passant par les nationalistes de droite et de gauche et les révolutionnaires conservateurs. Philosophe de la violence, Sorel a tenté de penser l'impensable même, une violence créatrice, d'où le sujet de l'émission,
est régénératrice, source de moralité, exercice de liberté. C'est pourquoi sa pensée, perçue comme scandaleuse et provocatrice, est restée une énigme et un objet de fascination, particulièrement à une époque où le pacifisme humanitariste et sentimental tient lieu à la fois de morale et de religion. Reconnaître une positivité à la violence, en voyant en elle l'indispensable source d'énergie pour lutter contre la décadence, tel est le cœur de la philosophie politique sorelienne. Aux yeux de tous ceux qui furent à la recherche du dépassement du clivage droite-gauche, la pensée de Sorel a paru esquisser une troisième voie, pensée et repensée par chaque génération. Si pour les contemporains de Sorel, sa pensée politique était associée à l'autonomie ouvrière et au syndicalisme révolutionnaire ou d'action directe, l'un de ses héritages contemporains pourrait être trouvé chez certains théoriciens de la démocratie directe. On verra après d'ailleurs que paradoxalement, Sorel est antidémocrate. Mais ça, on reviendra dessus, c'est peut-être une des limites même de sa pensée. Esprit libre étranger à toutes les orthodoxies, Georges Sorel aurait été l'un des plus influents penseurs politiques français depuis la fin du XIXe siècle. Et alors vous, Rodolphe Carte, qui avez consacré ce petit ouvrage, encore que c'est un petit ouvrage qui fait presque 180 pages, et qui est alors très pédagogique et en même temps très profond. C'est tout le mérite, à mon avis, de cet ouvrage. Et vous citez vous-même Georges Sorel dans les matériaux d'une théorie du prolétariat. Sorel écrit « Dans nos démocraties modernes, on ne rencontre guère que des individus se sentant libres du passé, sans amour profond du foyer, qui se préoccupent médiocrement des générations futures, hallucinés par le mirage d'une richesse hasardeuse, qui doit provenir de l'ingéniosité de leur esprit plutôt que d'une participation sérieuse à la production matérielle, ils ne songent qu'à jouir royalement de bonnes aubaines, leur véritable lieu d'élection est la grande ville, où les hommes passent comme des ombres, des comités politiques ont pris la place des anciennes autorités sociales. » Alors, je ferai d'autres lectures durant cette émission, mais j'ai voulu, c'est un peu laborieux, j'ai voulu quand même citer Taguieff et citer Sorel, citer Taguieff sur Sorel et citer Sorel sur Sorel, par Rodolphe Carte justement, et essayer de montrer que les termes de l'œuvre de Georges Sorel sont un peu piégés, et qu'il faut les restituer dans leur contexte de l'époque et dans le contexte de la pensée même de Sorel et non de ses récupérateurs ou de ses diabolisateurs. Par exemple, quand il parle du mythe mobilisateur, quand il parle de la grève générale syndicaliste, quand il parle ne serait-ce que la bourgeoisie déjà, qui est attaquée, plus que le capitalisme d'ailleurs, d'une certaine façon. Oui. Hein. Oui. Ça, on en parlera aussi. Bon, il y a des tas de termes comme ça, quand il parle aussi de la révolution prolétarienne, de la révolution sociale, voire socialiste, voire syndicaliste. À quoi renvoie tout ça ? Ça peut faire peur dans un premier temps, parce que le terme de violence et de violence créatrice paraît un oxymore, et ça fait peur aux gens quand on parle de violence aujourd'hui. Qu'est-ce qui différencie la violence créatrice que défend Sorel d'une violence destructrice ou nihiliste qui en serait justement le contraire? Tout d'abord, il faudrait rappeler, à mon avis, quelques éléments biographiques de la vie de Sorel pour nos auditeurs. Alors, il naît en 1847 et va mourir en 1922, alors que c'est quelqu'un qui va être à une période capitale pour l'histoire politique moderne française, à mon avis. Il va connaître la guerre de 1870 contre la Prusse, mais il va aussi connaître la Première Guerre mondiale de 1914, qui va être fondamentale, parce que là, il va revenir sur certaines de ses idées, beaucoup de désillusions aussi. Il va prendre aussi des partis pris dont on pourra parler plus tard dans l'émission, mais c'est aussi quelqu'un qui va vivre, par exemple, le chamboulement politique qu'est l'affaire Dreyfus. Là, j'aimerais faire d'emblée une petite digression pour revenir à une thèse de Michéa Jean-Claude. Voilà, exactement, que j'ai fait mène. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, des penseurs comme Sorel, Proudhon, Blanqui, Kropotkin ou Bakounine, ou même Marx, bien sûr, ce ne sont pas des penseurs qui vont se présenter comme de gauche. Ce sont avant tout des socialistes, des anarchistes, des syndicalistes. Et si on reprend la classification de Michéa, donc, sur le 19e siècle, on a, pour grossir le trait, on va dire une composition du corps politique français en 3 couleurs. On va retrouver les bleus, ça va être plutôt ceux qui vont se revendiquer de la tradition révolutionnaire, donc on va retrouver des libéraux, des personnes qui vont se revendiquer de l'idéologie des Lumières, de ce genre de choses. Ensuite, on va trouver les blancs,
Alors là, ici, on est, comment dire, chez Radio Courtoisie, on est à la maison, si je puis dire. On va retrouver là tous les penseurs, entre autres, du catholicisme social, comme par exemple Frédéric Leplay. Mais on va aussi retrouver tous les continuateurs de la pensée de Rivarol, de Bolnal, de Joseph de Metz, ce genre de choses. Donc là, on est vraiment... Oui. Et ça ira loin parce que Sorel ira même jusqu'à défendre Henri V, le comte de Chambord. Exactement. Tout en étant assez critique vis-à-vis des catholiques sociaux qu'il trouve trop réformateurs ou conservateurs, pas assez radicaux. Mais tout en étant assez intéressé par ce même catholicisme social, par la Tour du Pin, et plus tard par Maurras, qui lui-même était influencé par ce catholicisme social, et un peu aussi, en tout cas partiellement, par le cercle Proudhon. Tout à fait. Et puis, donc, la troisième couleur, qui est cette couleur rouge, dont j'ai énuméré les noms auparavant. Et donc, c'est quelqu'un qui va connaître, une reconfiguration de la vie politique, comme, à mon avis, le seul autre période où on aurait pu retrouver comme ça des personnes qui basculent à droite et à gauche, c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et lui, il va le connaître au moment de l'affaire Dreyfus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, Sorel, donc sur lequel on va pouvoir revenir dans l'émission... Pas trop de digression, quand même. Oui, c'est juste... Recentre. Exactement, je ressens tout de suite, mais c'est quelqu'un qui va s'engager pour du côté des Dreyfusards. Mais il s'engage pas par sentiment, de pitié ou ce genre de choses. C'est qu'il va s'engager par rapport au fait que... pour une fois, en France, va se cristalliser une opposition. Et là, on va revenir sur la notion de violence ou de mythe mobilisateur. C'est que pour Sorel, ce qui va l'intéresser, c'est qu'au-delà de la lutte des classes, parce que c'est quelqu'un qui va être un adepte de la pensée, c'est un marxiste, même s'il va évoluer. Marxiste, proudhonien. Exactement. Il fait la synthèse entre Marx, Proudhon, Renan. Oui, exactement. Bon, c'est une synthèse qui est parfois un peu difficilement articulable à appréhender, mais c'est pour ça aussi que c'est un penseur, à mon avis, tout à fait intéressant. C'est qu'il est très difficilement classable, mais très difficilement classable parce que c'est toujours quelqu'un qui aura, qui va toujours avoir cette petite, cette petite prescience ou cette petite, ce petit pas de côté qui va lui permettre de pas toujours être en décalage avec son époque, justement. Et donc, pour en revenir à l'affaire Dreyfus, c'est quelqu'un qui va toujours chercher ce qui, au sein d'un corps social politique, va pouvoir, constituer une certaine opposition. Quand on parle du mythe mobilisateur, comme vous l'avez fait sur le mythe de la grève générale, en fait, ce qui l'intéresse dans le mythe de la grève générale, c'est qu'on a vraiment l'opposition de deux camps opposés. On va dire, c'est vraiment des gens qui sont... il y a une ligne de démarcation infranchissable, il y a un Rubicon qu'on ne franchit pas. Et donc ça, on va dire que c'est une des thèses qui va poursuivre l'œuvre de Sorel tout au long de sa vie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à l'époque du capitalisme mondialisé, financiarisé, dématérialisé, l'œuvre de Sorel sur la révolution sociale, socialiste, syndicaliste, prolétarienne, etc., nous parle? Est-ce que ça paraît pas un peu daté? Est-ce que ça paraît pas un peu daté, mais en même temps, à travers l'évolution de ce capitalisme qui génère de nouvelles exclusions, notamment du point de vue social, une nouvelle accumulation du capital et du profit, et une exploitation de l'homme par l'homme, est-ce que précisément Sorel n'est pas redevenu d'actualité? Exactement. Alors, tout d'abord, évidemment qu'il y a un décalage, notamment au niveau du monde syndical. À l'époque, il faut bien se remettre en contexte, on est fin 19e, le mouvement syndical va vraiment se constituer. On a les lois justement par rapport au fait de pouvoir constituer des syndicats qui vont être remis notamment par des politiciens comme Waldeck-Rousseau, alors qu'on sait qu'on était toujours, si vous voulez, sur cette fameuse loi Le Chapelier qui avait, qui avait aboli les corporations, les corps intermédiaires, avec la loi d'Allard d'ailleurs. Qui avait été ça a vraiment été un retardement pour la constitution d'une conscience sociale, si je puis dire. Et donc oui, à ce niveau-là, évidemment qu'aujourd'hui, le mouvement syndical qu'on l'on connaît, il est quasiment tout le temps, il est devenu complètement réformiste. On est très loin de la charte d'Amiens en 1906, où là, vraiment, il y avait une pensée, syndicaliste de sécession vis-à-vis du réformisme ou de la social-démocratie. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il est à la fois réformiste, donc gestionnaire, donc un peu immobiliste, rectificateur, il ne veut pas une radicalité révolutionnaire aboutissant à une transformation sociale de la société, et en même temps, il n'est pas non plus, parce que le socialisme, par exemple, dont vous disiez que la gauche et le socialisme ne se recoupaient pas forcément, non. Michéa montre bien que le socialisme français
tels que Proudhon ou Sorel ou d'autres l'ont vécu, n'étaient pas à l'époque de gauche, mais ne se considéraient pas comme de gauche. C'est-à-dire que le mot de gauche n'existait pas pour qualifier les auteurs des socialistes français. Il n'existe qu'à partir de l'affaire Dreyfus, au début du XXe siècle. Exactement. Donc il faut bien comprendre que le socialisme sorélien et la gauche réformiste ou progressiste ou réformiste, sous tous ces aspects, en fait, la plus au centre et la plus réformiste, comme la plus gauchiste et la plus radicale, ne sont pas en conformité avec le socialisme français, qui est une troisième voie, au-delà du socialisme étatiste et collectiviste et du capitalisme bourgeois marchand. Et bien évidemment. Mais ensuite, vous en avez parlé par exemple au début, le rapport ensuite qu'on peut mettre entre la grève et la notion de violence par exemple, c'est que Sorel va pas penser la violence pour penser la violence et pour, se mettre dans une certaine posture un peu romantique ou un peu héroïque par rapport aux bourgeois, déjà à l'époque ankylosés, on va dire qu'on mis les pantoufles du conservatisme, ce genre de choses. Non. Sorel, quand il parle de violence, il parle par exemple toujours de révolution prolétarienne. L'adjectif est très intéressant et éminemment important parce que l'idée de violence est entre guillemets valable et recevable à partir du moment où il y a une idée directrice. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une amélioration morale, une amélioration dans le monde de la justice sociale, ce genre de choses. La révolution morale doit passer avant tout par une révolution morale. Voilà, c'est exactement ça. L'homme et son éthique doivent précéder la révolution au sens prosaïque ou quotidien ou politique ou social du terme. Oui, et même par exemple, pour appuyer sur le fait que, par exemple, même cette gauche peut être très critique, par exemple, de la Révolution, alors qu'aujourd'hui, on a une gauche qui est dans l'aplaventrisme, mais qui a érigé la Révolution, les révolutionnaires, comme des totems. On citera pas nos chers députés de la France Insoumise. Oui, mais on pourra citer Jean-Claude Mélenchon, qui est aux antipodes, là, pour ça, de Sorel, parce que c'est un jacobin, alors que Sorel était anti-jacobin et anti-étatiste, et très anti-sans-culotte. Il avait de l'admiration pour l'Ancien Régime, mais encore plus pour le monde antique, ce qui n'est pas forcément le cas de M. Mélenchon. Je ne sais pas ce que penserait aujourd'hui Georges Sorel de la dérive wokiste de la France Insoumise et de tout ce qu'il peut y avoir de plus inverti et de plus gauchi par ce même mouvement et par son dirigeant. Bien évidemment, il sera en opposition complète, parce que comme je l'ai mis dans le titre de mon livre, c'est un conservateur. Et même un anti-moderne, dit Taguieff, et vous dites pareil que Taguieff, c'est un anti-moderne qui est fondamentalement, sur certains points, comme la famille, les mœurs, le divorce, etc., assez réactionnaire, et même vis-à-vis du catholicisme, il est non chrétien, voire assez critique à l'égard du christianisme, mais il pense que le catholicisme a apporté une structure d'ordre à la société, une colonne vertébrale qu'elle n'a plus. C'est un disciple de Proudhon. Et on sait que Proudhon, c'est l'auteur de la pornocratie, ce genre de choses. Proudhon était très conservateur au milieu de la famille, du mariage, comme vous l'avez dit. Et même, c'est un peu cette lignée, on va dire, qu'on a pu parfois qualifier de néo-romaine. Il y a vraiment la volonté de remettre au centre de la cité, cet homme viril, entre guillemets, cet idéal du soldat laboureur. Vous savez qu'on trouvait déjà chez Virgile, c'est l'union du soc et de l'épée. C'est aussi une notion où, par exemple, l'homme doit être propriétaire, mais par exemple, on sait très bien qu'il y a eu de multiples thèses de Proudhon là-dessus, mais en fait, la propriété est aux antipodes de la propriété comme peuvent les penser les libéraux. On n'est pas du tout dans l'accumulation, dans ce genre de choses, ou pour faire de l'argent, de l'usure. Là aussi, on peut faire des parallèles avec Ezra Pound, qui arrive plus tard. Propriété familiale, communale, etc., n'est pas forcément restrictive ou réductrice à la propriété privée. D'ailleurs, Proudhon disait qu'il fallait remplacer la propriété privée par la possession et que c'était dans ce changement de vocabulaire qu'on éradiquerait les injustices qui peuvent exister. Mais bien évidemment, on connaît tous Proudhon pour sa formule, le vol c'est la propriété. Oui, c'est toujours la même. Mais comment dire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà, exactement. Pour remettre un peu dans le contexte, il écrit cette phrase demeurée célèbre en 1840 quand il est encore relativement jeune. Mais Proudhon, comme Sorel, c'est un auteur aphase. C'est des personnes qui vont évoluer sur leur logiciel, sur ce genre de choses. Et à la fin de sa carrière politique, Proudhon va entre guillemets renverser la formule en disant que la propriété, justement, c'est une liberté. Et justement, là où il est intéressant pour entre guillemets nous qui nous déterminons de droite, si je peux dire, ou en tout cas on nous classe à droite, c'est qu'entre guillemets par exemple il va pouvoir repenser des notions comme la propriété, mais sans passer forcément par le paradigme libéral. Non, on peut penser la liberté, mais par d'autres paradigmes. Et ça me fait penser au livre de Quentin Stiners par exemple, qui était aussi qui est un auteur encore vivant et qui avait repensé entre guillemets toute l'apparition des notions
notions comme de la liberté, de la propriété chez les Romains, et qui montrait très bien que, bien avant l'apparition des penseurs libéraux, les sociétés européennes et la société française, par exemple, les Indo-Européens, ce genre de choses, nous ont déjà donné une certaine tradition au sein de nos sociétés, de nos nations, sur ces notions. Alors, Pierre Le Vigan, j'ai dit que vous étiez l'auteur de l'ouvrage éparpillé façon puzzle, Macron contre le peuple et la liberté. On va en reparler après pour voir l'actualité de Sorel. Vous voyez, un lapsus révélateur, que lui-même d'ailleurs ne désapprouverait pas. Ah non, du tout, il aime beaucoup. Mais en tout cas, vous avez écrit aussi, cher Pierre Le Vigan, des ouvrages sur les philosophes, les grands philosophes classiques, disons les grands philosophes universitaires, étudiés à l'université, une 50aine aux éditions du Alpha. Et j'ai envie de vous poser la question, tout simplement, Sorel a été très influencé par Bergson et par Nietzsche. Est-ce que finalement, toute la démarche, entre guillemets, philosophique de Sorel n'émane-t-elle pas de la pensée de Nietzsche et de Bergson, c'est-à-dire, au commencement était l'action, un certain irrationalisme qui peut mener au meilleur comme au pire. Il n'y a pas de philosophie normative, mais il y a quand même des axes qui permettent de penser que les grands élans de vie, les grandes masses qui peuvent éventuellement se déplacer, qui peuvent avoir un souffle révolutionnaire, sont celles qui peuvent opérer cette transformation sociale et cette révolution créatrice. Est-ce qu'on peut dire que Bergson et Nietzsche sont les deux philosophes les plus importants pour notre ami Sorel ? Oui, alors, en tout cas, pour Nietzsche, c'est certain. C'est aussi en partie vrai, à un degré un peu moindre, pour Bergson, qui est de toute façon un philosophe moins cohérent et à beaucoup d'égards moins convaincant que Nietzsche. Mais c'est vrai que Bergson a influencé Sorel dans la veine de l'évolution créatrice, qui est l'un des ouvrages de Bergson, et dans la critique de la réduction de l'homme à sa rationalité, critique qui est l'un des axes de la pensée de Bergson, mais dont Bergson n'a évidemment pas le monopole. Mais l'influence de Nietzsche est vraiment incontestablement la plus importante. Elle est beaucoup plus importante que l'influence de Marx et que d'une manière générale l'influence des penseurs matérialistes. On pourrait remonter à Démocrite. Il est certain que Sorel a assez mal compris Marx et assez superficiellement étudié Marx, en fait. Est-ce qu'il a voulu rectifier Marx, reprendre certains éléments de Marx pour les rectifier? Il a surtout détourné Marx en présentant sa lecture de Marx, qui est une lecture assez rapide et qui fait quand même l'impasse en bonne partie aussi sur les questions économiques. C'est-à-dire que Sorel, on le voit d'ailleurs dans son livre L'économie moderne, qui n'est pas sans intérêt, mais c'est pas un livre qui reprend les principaux concepts de Marx. Ce qui n'est pas forcément une critique en soi, mais ce qui simplement, pour quelqu'un comme Sorel qui se disait marxiste, pose un peu problème, puisque pour le coup, s'il est marxiste, il devrait être a priori dans la reprise, quitte à les enrichir, de certains concepts de Marx. En fait, il se croit marxiste plus qu'il est marxiste. Oui, mais justement, parce que s'il n'y avait que la référence unique à Marx, on pourrait dire effectivement que Sorel est marxiste, mais comme sa référence n'est pas univoque, elle n'est pas recentrée uniquement sur Marx, mais sur Marx, Proudhon, Nietzsche, Renan, on peut dire qu'il a probablement rectifié Marx d'après ses autres références que celles de Marx. Oui, tout à fait. En tout cas, il a essayé de le faire. Je pense que, ce qui est très important pour comprendre Georges Sorel, effectivement, 1847-1922, déjà on constate que Georges Sorel écrit à partir de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire qu'il a déjà à peu près la soixantaine. Donc ça, c'est quand même important de comprendre que Sorel a vécu avant d'écrire. Il a vécu, et quel métier? Il est polytechnicien, ce qui dépendait de l'armée à l'époque, et il a été en fait un haut fonctionnaire technique. Or, le paradoxe, il faudrait faire une lecture en quelque sorte nietzschéenne de Sorel, et la lecture nietzschéenne, c'est toujours une lecture symptomale qui consiste à se critiquer soi-même à partir de ses propres prémices.
L'un des paradoxes de Sorel n'est que paradoxe, hein. Mais c'est pas une critique, c'est une remarque qui est nécessaire pour le comprendre. L'un des paradoxes de Sorel, c'est que c'est finalement un haut fonctionnaire qui critique les fonctionnaires en général et les hauts fonctionnaires en particulier. Sorel est un fonctionnaire de l'État, or c'est un grand critique de l'État, c'est quand même un des principaux axes de la pensée de Sorel qui est de critiquer l'État. Et par exemple, d'opposer la violence prolétarienne qu'il définit comme positive à la terreur qu'il présente comme étatique de 1793-94, qu'il critique très violemment. D'ailleurs, c'était dans la continuité de Babeuf. Donc, Sorel est anti-État. Au plan philosophique, Sorel est un idéaliste, c'est-à-dire qui, au sens vraiment philosophique du terme, hein, pas au sens où on dit que quelqu'un est idéaliste parce qu'il se sacrifie, de même qu'on dit que quelqu'un est matérialiste parce qu'il ne pense qu'à l'argent. Non, je parle là des catégories philosophiques du matérialisme et de l'idéalisme. Sorel est un idéaliste qui anticipe d'ailleurs un peu sur Giovanni Gentile, un idéaliste, c'est-à-dire qu'il pense que ce qui compte, c'est l'idée, que c'est l'idée qui soulève l'histoire, que c'est l'idée qui fait l'histoire. Autrement dit, le mythe mobilisateur. Mais voilà, mais que cette idée doit effectivement, dans le contexte qui est le sien, s'incarner principalement dans la classe ouvrière. Mais fondamentalement, il ne pense pas d'abord la classe ouvrière comme acteur historique, mais d'abord l'idée comme acteur historique qui doit s'incarner en quelque sorte, en termes de force sociale, dans cette classe ouvrière, mais c'est quand même d'abord l'idée. Et ensuite, troisième point, donc anti-État, idéaliste. Troisième point, Sorel est avant tout un moraliste. Ce qu'il explique, c'est que la violence a en fait des vertus morales. C'est en tout cas sa thèse qu'on peut bien sûr discuter. Mais pour lui, la violence prolétarienne, révolutionnaire, dans la lignée du syndicalisme révolutionnaire qu'il n'a pas inventé, puisque le syndicalisme révolutionnaire vient avant tout de Fernand Pelloutier et continué ensuite par Hubert Lagardelle, etc. La violence révolutionnaire a avant tout, pour Sorel, des vertus morales consistant, il le dit explicitement, à reviriliser une bourgeoisie qui s'est fonctionnalisée. Et le bout de cette fonctionnarisation, ça sera, selon Sorel, le risque de triomphe d'un petit socialisme, d'un sous-socialisme dans lequel il ne se reconnaît pas. Hein, et il pense que donc, il faut, par la violence, reviriliser la bourgeoisie et en contrepoint, viriliser plus encore le prolétariat révolutionnaire. Donc c'est en fait une course aux extrêmes, il va plus loin. Par la virilisation. Oui, mais il va plus loin. Parce donc que c'est un peu la violence par la violence que définit Sorel, c'est ce que lui reprochera Gramsci, grand lecteur de Sorel dans ses carnets de prison, mais lecteur critique, à savoir qu'effectivement, selon Sorel, la violence a des vertus morales, contrairement à la force, et il pense qu'il faut réserver le terme de force aux structures étatiques. À la violence étatique, il l'appelle force. Et la violence révolutionnaire, la violence de la révolte, il l'appelle violence bénéfique. Nous étions sur un point très important, Pierre Le Bigan. Vous disiez que, d'une certaine façon, Sorel est à la fois pour une certaine héroïsation ou réhéroïsation de la bourgeoisie, comme du peuple ou du prolétariat. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est plutôt que souhaite-t-il une héroïsation du peuple et du prolétariat, et pour que ça puisse exister, il lui faut un antagonisme, un ennemi radicalement opposé, qui sera tout aussi héroïque pour justement pouvoir se justifier? Alors pour Sorel, il y a deux camps, hein, la bourgeoisie. Il ne dit pas les possédants, hein, c'est vraiment la catégorie de la bourgeoisie qu'il vise, avec évidemment à la fois la dimension socio-économique de la bourgeoisie, là, on peut être dans la lignée de Marx, mais aussi la dimension morale, c'est-à-dire la figure en quelque sorte du bourgeois, qui pour lui est très vite passé du capitaine d'industrie pour lequel il pouvait avoir une certaine estime, même s'il considère que ça peut être un ennemi de classe, à la figure du bourgeois, rentier, pacifiste, etc. Ce que reproche Sorel, par exemple, à Jaurès, il a un point commun avec Péguy, hein, Georges Sorel, c'est qu'il est anti-jaurétien, à l'extrême et parfois d'ailleurs à l'excès. Il lui reproche d'être
pour le pacifisme international, donc contre la guerre de 14, et pourtant Sorel sera aussi, il faut quand même le noter en passant, contre la guerre de 14, mais il n'apprécie pas la façon dont Jaurès a essayé de s'opposer à cette guerre. Et aussi, il accuse Jaurès d'être pour des compromis sociaux, et pour faire court, pour la paix sociale. Alors, le problème, la difficulté chez Georges Sorel, à propos de l'héroïsation... Juste une chose, Pierre Guéant. L'héroïsation, comme vous le dites vous-même, d'une classe sociale qui serait le prolétariat, peut être un mythe mobilisateur qui engendre, par ses effets puissants, une opposition qui est la bourgeoisie capitaliste, mais qui ne se réduit pas aux capitaines d'industrie, car les capitaines d'industrie, à l'époque, faisaient partie de la bourgeoisie capitaliste, bien sûr, dont Georges Sorel se défiait. Il l'instrumentalisait pour qu'elle puisse s'héroïser, afin qu'il puisse y avoir héroïsation du prolétariat et pour s'antagoniser du capitalisme. Ce que souhaite Sorel, c'est un processus réciproque de revalorisation morale, en quelque sorte. Alors, la difficulté de Sorel, c'est que finalement, à propos de votre formule, Arnaud, d'héroïsation d'une classe sociale, c'est que précisément, pour Sorel, qui est un idéaliste, il ne s'agit pas d'héroïser une classe sociale, mais il s'agit de faire surgir des figures héroïques, mais des figures finalement individuelles au sein du prolétariat, qui soit stimulé en quelque sorte par ce mythe. Le mythe, c'est en fait une fédération d'images mentales mobilisatrices, par ce mythe qui est une idéalisation de l'avenir, une idéalisation de la victoire présumée ou possible, ou espérée, en tout cas par Sorel, du prolétariat. Et en fait, il espère qu'à partir de là, il y aura une série de figures héroïques qui surgiront de ce prolétariat. Donc, le rapport au collectif chez Sorel, il est très compliqué parce qu'en fait, fondamentalement, Sorel reste un admirateur des héroïsmes individuels. Par exemple, dans le monde antique, il reste un admirateur des Spartiates, des 300 Spartiates. Donc, c'est pas une masse, les 300 Spartiates. C'est 300 gaillards héroïques. Donc, il y a finalement un refus de la société de masse chez Sorel. Et c'est aussi la part un peu utopique, de son projet, c'est qu'en fait, l'idéal de Sorel, c'est l'idéal du petit producteur, ou c'est l'idéal du colon, mais pas au sens du colon qui exploite le colonisé, mais au sens de celui qui arrive sur une terre vierge et qui la valorise. Donc c'est l'idéal vraiment du travailleur indépendant. Donc c'est un idéal très 19e siècle. C'est un peu ce que les marxistes orthodoxes lui reprocheront en lui disant « Oui, mais votre idéal social... en un sens, c'est la petite fabrique de 1820-1830 et vous ne prenez pas en compte le temps des usines. » Et c'est vrai que Sorel connaît l'existence des usines. Il est ingénieur des ponts et chaussées, il est polytechnicien. Mais il n'aime pas, c'est vrai, ce monde des usines et il rêve sans doute d'une société redevenue plus artisanale. L'association des producteurs qui ne soient plus asservis à un monde machinal. Mais ça, pour le coup, c'est aussi d'ailleurs ce qu'espérait Marx. Est-ce que c'est réaliste ? Ça, c'est une autre question. Voilà, donc ceci pour préciser effectivement que, encore une fois, la violence prolétarienne n'est pas vue comme un phénomène d'une classe à proprement parler, mais ce sont des individualités qui surgissent effectivement de la classe ou des classes prolétariennes, mais ce sont des individualités. Oui, mais il n'est pas hostile au fait que ces individualités qui ressortent puissent avoir un pouvoir de contagion sur les personnes qui sont à côté de lui et qui sont des personnes qui travaillent dans l'entreprise, qui travaillent dans l'usine. C'est la contagion de l'héroïsme. C'est le mythe de la contagion de l'héroïsme. Quand j'ai dit le mythe, c'est pas une critique. Quand je dis mythe, c'est-à-dire c'est l'image fédératrice, sublime. Sorel emploie ce terme qu'on trouve chez Kant. Et il s'agit en fait de faire revivre au sein du prolétariat. Là encore, je cite Sorel, le goût de l'épique. Alors, encore une fois, des aventures épiques. Citons Sorel, il parle à de très nombreuses reprises des masses ouvrières. Or, vous dites, vous, Pierre Le Vigan, qu'il était hostile à la société de masse. On pourrait vous objecter qu'effectivement, la société de masse, au sens où on en parlera, Rosset, Ortega et Gasset, effectivement, ça n'est pas la tasse de thé de Georges Sorel, mais il n'est pas anti
masse, et même, je dirais qu'il confond le peuple avec la masse, même si en même temps, il est assez élitiste. C'est toute la difficulté de comprendre un petit peu Sorel. Juste, Rodolphe Carte, je vous repasse la parole après David Lépée, que je salue. Oui, il ne faut pas oublier aussi qu'à la fin du 19e siècle, on a toutes les thèses des sociologues comme Gabriel Tarde ou même encore Gustave Le Bon qui vont écrire leur fameux livre Psychologie des foules. Il me semble que c'est en 1895 que ce livre va sortir. Et aussi, comme on l'a mentionné plus tôt dans l'émission, bien évidemment, Bergson, qui va, après, il faut aussi se mettre en tête que Bergson, à l'époque, c'est vraiment, entre guillemets, pardonnez-moi ce mot anglais, une rockstar. C'est quelqu'un qui est au Collège de France. Sorel assiste au cours de Bergson au Collège de France, accompagné de Péguy. Donc là, on voit aussi les connexions de l'époque. Mais bien évidemment, on est un peu à un moment charnière, à une espèce d'interrègne, comme pourrait dire Gramsci, où toutes les structurations politiques qu'on avait connues lors du 19e siècle vont un peu se métamorphoser. Alors bien évidemment, on ne peut pas exclure le fait de l'importance, comme vous l'avez très bien dit, Pierre, par exemple de l'essor du commerce, même soyons un peu médiologues comme Régis Daubet, de l'importance du fait technique dans les sociétés qui métamorphosent aussi. On passe quasiment de sociétés paysannes, agraires, à des sociétés qui s'urbanisent de plus en plus. Alors tout ça, évidemment, ça amène des changements sociaux très rapides, comme l'exode urbain. Ce que Sorel ne voit pas d'un bon œil. Non, pas forcément, exactement. Mais par contre, là où on peut, entre guillemets, faire un premier reproche, à mon avis, à Sorel, ce qui ne perçoit pas, l'élément culturel d'enracinement que d'autres auteurs, à mon avis, vont réussir à mieux percevoir que lui. Je pense tout de suite à Barrès, par exemple. La Terre et les morts, c'est un texte de 1899, il me semble, ou 1889, en tout cas c'est un peu dans cette période. Mais on a aussi en parallèle le développement du mouvement du Félibrige, avec Mistral, ce genre de choses, où là, alors que Sorel, va faire un essentialisme de classe, va rester dans une espèce de tunnel où il n'arrivera pas, à prendre aussi les choses qui bougent dans cet ordre-là. On se souvient aussi du grand roman de Barrès, Les Déracinés, avec l'exemple du professeur Boutillon. C'est vraiment le professeur Troisième République qu'on va connaître après. C'est un professeur qui est imprégné de kantisme, ce genre de choses, qui est pour l'arrachement entre guillemets des êtres, pour qu'on n'ait plus que des êtres un peu éthérés, ce genre de choses. Et donc là, je pense que ça, c'est une première aporie dans la doctrine sorelienne, si tant est qu'il y en ait une, c'est cette incapacité à avoir, par exemple, les passions nationalistes, chauvines et d'attachement à la terre, par exemple. Ce qui n'est pas forcément la même chose. Oui, exactement. Parce que l'enracinement et la patrie charnelle ne vont pas de pair avec le chauvinisme, le cocardisme et le nationalisme convulsif. Je pense que vous me voyez venir, parce que je sais très bien. C'est entre guillemets entre guillemets l'amalgame qui va être faite, par exemple, au moment de l'Union sacrée en 1914. Qu'il ne soutiendra pas. Qu'il ne soutiendra pas, bien évidemment. Mais contrairement à Péguy. Contrairement à Péguy. Et là, je pense que c'est un autre penseur allemand. Alors, on va dire que la réception, des idées soreliennes en Allemagne va se faire de manière assez difficile. Comparé à l'Italie, on pourra peut-être en revenir plus tard. 1928, sauf erreur, des réflexions sur la violence. Ouais. Et Walter Benjamin demande à un professeur, le professeur Solomon, comment se procurer les livres de Sorel. Il explique que c'est très difficile de les trouver à la bibliothèque d'État de Prusse, de Berlin, etc. Et nous avons justement David Lépée qui nous a rejoint. Bonjour David Lépée. Bonsoir. Alors, je signale donc que vous êtes rédacteur en chef de la revue Crisis, qui vient de rééditer donc les réflexions sur la violence de Georges Sorel, et que vous êtes également le préfacier de l'ouvrage de Rudolf Carte, Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur. Vous êtes également collaborateur aux revues Front Populaire et Éléments. Dans la préface que vous écrivez aux révolutionnaires conservateurs, vous concluez: le livre que vous avez entre les mains, donc le révolutionnaire conservateur, contribuera, on peut l'espérer, à la redécouverte de l'œuvre et de la pensée de Georges Sorel par un public dégagé des anciennes oppositions factices qui n'animent plus le débat politique qu'à la façon d'un simulacre. Dans les temps troublés qui sont ceux que vit la France actuellement, les révoltes populaires qui éclosent à tous les moments des quatre coins du pays ont besoin plus que jamais d'un mythe au sens sorélien, susceptible de fédérer leurs espérances en vue des luttes à venir,
un mythe, en gilet jaune peut-être. Alors, cette ironie des Gilets jaunes n'en est pas tout à fait une, parce que je sais que vous avez été un grand défenseur des Gilets jaunes, que vous avez même vous-même milité avec les Gilets jaunes, que vous avez même certains mailles à partir avec la police, que vous connaissez à la fois l'action, la pensée de Sorel. Et est-ce qu'il pouvait y avoir chez les Gilets jaunes, dans le référendum d'initiative citoyenne, dans une certaine forme de réappropriation de soi-même, mais réappropriation du social, entrepreneurial, etc. Certaines revendications de liberté réinstituées. Est-ce qu'il y avait là peut-être l'amorce d'une forme de sorelisme, ou en tout cas un embryon de ce que Sorel a pu dire ou écrire? Oui, peut-être sous certaines réserves, parce que un des premiers exemples que vous avez évoqué, c'était les tentatives de réforme démocratique contenues dans le message des Gilets jaunes. On pense notamment au référendum d'initiative citoyenne. Là, évidemment, je pense que c'est un des points d'achoppement, de dissension entre ces mouvements sociaux modernes, en tout cas une partie d'entre eux, et le sorelisme. Et c'est d'ailleurs un de mes quelques points de désaccord avec la pensée de Sorel, c'est cette condamnation en bloc de la démocratie associée à des choses qui n'ont pas forcément rapport avec la démocratie véritable, qui sont ou l'État, ou la société libérale, la société de marché. Et dans ce terme très polysémique et assez grossier de démocratie, Sorel et ses épigones, à travers le mouvement syndicaliste révolutionnaire, vont mettre un petit peu tout ce qu'ils n'aiment pas et s'en servir comme épouvantail. Et je pense que c'est une des grosses erreurs, mais historiquement explicables, de ce mouvement-là, de même que c'est une erreur du bolchevisme en général, hein, c'est de ne pas avoir considéré l'idéal démocratique comme autre chose qu'une expression de classe déterminée par la bourgeoisie et par un certain développement des rapports de production dans l'histoire. Ça peut être bien autre chose que ça. Il faut peut-être juste préciser, j'ouvre une parenthèse et je la referme tout de suite, David Lépée, que Sorel confond la démocratie qu'il réprouve avec le parlementarisme qu'il réprouve aussi, et avec le libéralisme qu'il condamne également. Et pour lui, tout ça, ça fait la démocratie, c'est-à-dire le système démocratique libéral bourgeois, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec la démocratie directe, la démocratie participative, la démocratie organique, une démocratie sociale réelle qui se réapproprierait justement, que se réapproprierait le peuple, par exemple. Ah oui, c'est une confusion qui est assez regrettable, mais qui en même temps caractérise une grande partie de ce qu'on appelle la gauche radicale et une grande partie aussi de ce qu'on appelle la droite radicale. Mais bon, voilà, ça c'était cette précision. Disons, c'est un de mes points de désaccord principaux avec la pensée de Sorel, que je trouve par ailleurs fort intéressante. Mais sinon, effectivement, cette idée d'un grand mouvement d'insurrection à l'échelle nationale qui se libérerait du poids des partis et des syndicats officiels, parce que le syndicalisme révolutionnaire, comme le deuxième terme l'indique, n'est pas à la solde des syndicats trop apprivoisés par l'État. Alors ça, c'est intéressant. Quant au mythe mobilisateur, alors il est évident qu'il n'a pas été pensé consciemment par les Gilets jaunes, je pense. Néanmoins, toute révolte, toute lutte, toute guerre, y compris les guerres sociales, vont générer des drapeaux, vont générer des emblèmes, vont générer des martyrs. Tout héroïsme est en négatif une forme de martyrologie, et on y a eu droit aussi avec les victimes des violences policières. De même que dans un mouvement social avec beaucoup de guillemets très différent comme celui qu'on voit actuellement dans les banlieues, celui-ci se fonde encore plus peut-être sur cette notion de martyr, parce que il a une victimologie chevillé au corps, bien plus que le mouvement social et bien plus que le syndicalisme selon Sorel, qui lui a quand même toujours préféré les héros aux victimes, c'est-à-dire plutôt l'exemple des guerriers grecs à celui des martyrs chrétiens, encore que les deux références soient présentes. Alors comment expliquez-vous, David Lépée, que le socialisme sorélien qui rejette l'étatisme centralisateur et toute forme de captation du pouvoir par un seul, a pu avoir à un moment donné une certaine sympathie pour Lénine en Union soviétique, enfin en tout cas en Russie, et pour Mussolini en Italie, sachant que les deux hommes d'État ont lu Sorel,
qu'ils n'ont pas toujours été d'accord avec lui d'ailleurs. Ils ont eu des moments où ils étaient très favorables et des moments où ils étaient beaucoup moins favorables et même assez critiques. Et dans le sens inverse, Sorel a pu aussi avoir une certaine forme de séduction à l'égard de Lénine et de Mussolini, et à d'autres moments, au contraire, y être assez opposé. Alors comment on peut d'un côté défendre le peuple en ses états, si j'ose dire, défendre la société populaire, défendre les grandes libertés, les grands mouvements, le mouvement d'autonomie ouvrière, les grandes autonomies sur le plan social, national, etc. Et en même temps avoir de la sympathie pour le communisme étatiste et pour le fascisme qui est tout aussi étatiste. Alors c'est vrai que c'est paradoxal, c'est peut-être un épisode de plus de la longue histoire des intellectuels qui se fourvoient dans la politique politicienne. Il est d'ailleurs symptomatique que Sorel se montre beaucoup plus vigilant, beaucoup plus méfiant envers les politiciens ou les figures politiques, disons au sens large, de son propre pays, Maurras y compris, puisqu'on se souvient que l'épisode du cercle Broudon n'a rien à voir d'une adhésion de Sorel au mauressisme, mais s'accompagne d'une grande méfiance, alors que ces chefs d'État étrangers, pour certains très lointains, bénéficient de sa part, du moins dans un temps, d'une vie, comment dire, d'un regard un peu plus sympathique. Alors pour Lénine, le cas est un petit peu particulier, d'une part parce que cette sympathie n'était pas vraiment bilatérale, n'était pas vraiment réciproque. Lénine qualifiant Sorel d'anarchiste brouillon, c'est le terme qu'il employait. Mais Lénine, à ses débuts, n'oublions pas, avant d'être un marxiste-léniniste, est un marxiste tout court, et il y a dans Marx l'idée du dépassement de l'État, comme dans Sorel. Sauf qu'évidemment, l'expérience soviétique a remisé cette partie-là de la théorie au placard, hélas sans doute. Et du côté de Mussolini, c'est un petit peu différent. Alors Mussolini, lui, plus que Lénine, avait une certaine admiration, une certaine estime pour Sorel, mais c'est une admiration politique qui, comme toujours avec le fascisme, et je dirais même avec les fascismes au pluriel, ne se départit pas d'une certaine dose d'opportunisme. D'un côté, on va dire la rigueur doctrinale léniniste, et de l'autre côté, du côté mussolinien, on a quand même une certaine souplesse, une certaine adaptation, ce qui fait que la théorie n'a qu'un rôle secondaire. De toute façon, ces deux sympathies n'ont eu qu'un temps, et je pense qu'en vieillissant, je dis pas que Sorel soit devenu plus sage, parce qu'il n'est pas forcément sage de se désengager ou de ne croire en rien, mais disons, l'expérience lui a quand même appris à se méfier de tous les politiques, de gauche comme de droite, quels qu'ils soient, et je pense que sur ce plan-là, on peut lui reconnaître une certaine lucidité. Alors, Rudolf Karp, Pierre Le Vigan, David Lépée, une question que je vous pose tout de suite parce qu'elle me semble essentielle. On a parlé des récupérations politiques de la pensée de Georges Sorel, peut-être d'une philosophie non normative de Sorel qui a permis à certains de le récupérer aussi. Est-ce qu'il n'y a pas seulement la question de l'État, il y a aussi la question du totalitarisme. C'est-à-dire que Sorel était très antitotalitaire, mais une partie de sa pensée, et pas simplement ses récupérateurs, je pense notamment aux mines mobilisateurs, je pense à la révolution prolétarienne, je pense à la violence constructrice, même si on les restitue dans leur pleine authenticité, dans ce qu'ils veulent dire et non dans leur usage polémologique ou polémique, peuvent aboutir au totalitarisme. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une méthode de réserve à faire pour appliquer les schèmes de Sorel, tout en faisant une critique positive qui pourrait permettre, par exemple, à ce que Albert Camus écrit en 1949 dans un article que cite Taguieff, dans les dialogues pour le dialogue, « Je crois que la violence est inévitable. Je dis seulement qu'il faut refuser toute légitimation de la violence. Elle est à la fois nécessaire et injustifiable, alors je crois qu'il faut lui garder son caractère exceptionnel précisément et la redresser dans les limites qu'on peut. Cela revient à dire qu'on ne doit pas lui donner des significations légales ou philosophiques. » Je trouve ça magnifique, parce que c'est un bref résumé de ce qu'on pourrait appeler une critique positive et humaniste, même à certains égards, de la violence sorelienne. Ah oui, alors concernant la violence, faut aussi se remettre en tête que Sorel est lecteur de Vico. Alors Vico, pour un peu le replacer pour nos auditeurs, c'est un philosophe italien qui va écrire donc son fameux livre La science moderne et qui va aussi,
exposer une thèse assez intéressante au niveau de la lecture des sociétés humaines dans l'histoire, c'est qu'il va avoir une vision plutôt cyclique et non plus linéaire comme on pouvait avoir un peu de manière eschatologique dans la conception de la temporalité chrétienne. Et donc, lors de ces ricorsi, les institutions, comme vous l'avez très bien mentionné pour la violence, en fait, ce qui structure et ce qui permet, entre guillemets, que tout le monde ne se jette pas les uns sur les autres au sein d'une société, c'est avant tout les institutions. Je sais qu'on en parlait dernièrement sur ces ondes avec Alain de Benoît, justement, où on a parlé de l'œuvre de Galen, qui est un institutionnaliste qui explique très bien que... Et je rappelle d'ailleurs que le numéro de Nouvelle École qui vient de paraître est consacré à Arnold Galen notamment. Et justement, dans ces périodes, que Gramsci qualifiait d'interrègne, les institutions sont mises en branle, elles sont plus légitimées, et donc ce qui n'est plus légitimé, et ce qui est normalement qui va de pair avec la légalité, tout de suite on est dans une période un peu compliquée. C'est comme par exemple sur les violences. On connaît la formule de Carl Schmitt, le monopole de la violence légitime, mais à partir du moment où elle n'est plus légitime, elle n'est plus que légale. Et à partir du moment où elle est plus légale, entre guillemets, le peuple n'a plus à la reconnaître forcément comme légale. Donc là, on est dans une période assez fluctueuse, justement. Et Sorel, c'est à partir de ce moment-là qu'il va, parler de la violence, de ces concepts qui sont, à mon avis, assez pertinents, justement. Alors, justement, avant de passer la parole à Pierre Le Vigan, qui va rebondir à la fois sur ce que vous venez de dire, sur la question et sur la lecture que j'effectue, et David Lépée également, je voudrais citer dans la préface de Taguieff une réflexion de Sorel dans les réflexions sur la violence. On ne saurait confondre les violences syndicalistes exercées au cours des grèves par des prolétaires qui veulent le renversement de l'État avec ces actes de sauvagerie que la superstition de l'État a suggéré aux révolutionnaires de 93 quand ils eurent le pouvoir en main et qu'ils purent exercer sur les vaincus l'oppression. Nous avons le droit d'espérer une révolution socialiste poursuivie par de purs syndicalistes ne serait point souillée par les abominations qui souillèrent les révolutions bourgeoises. Alors je trouve que la citation est très bonne, mais Taguieff a raison, car il dit qu'est-ce que c'est que les purs syndicalistes ? Est-ce qu'il existe des purs syndicalistes ? Est-ce que là, quand même, Sorel ne va pas trop loin et ne rêve pas, de manière un peu trop utopique, à ce que pourrait être un syndicalisme révolutionnaire qui serait un rêve, un mythe mobilisateur, mais qui ne pourra plus être appliqué dans la réalité ? Après, il faut quand même reconnaître que la vie politique, entre guillemets, de Sorel, c'est un enchaînement de déceptions. Vous l'avez très bien dit, au départ, il est monarchiste, il est pour le comte de Chambord. On sait comment ça tourne, l'affaire du drapeau blanc, ce genre de choses. Il va avoir, pareil, d'un œil assez curieux, l'événement boulangiste, pareil, bis repetita, on sait comment ça va se résoudre avec un suicide assez pathétique sur la tombe de sa maîtresse. Il va connaître l'avènement du syndicalisme, mais aussi sa chute, pareil, parce que le mouvement syndicaliste va se faire rattraper par la République. Il va devenir assez rapidement réformiste et ce genre de choses. Et ensuite, donc, c'est, vous voyez, un enchaînement de déceptions. Et même, donc, comme vous l'avez très bien mentionné, la lueur monarchiste, on va dire, enfin, surtout Action française, ce qui l'intéressait, c'était vraiment ce mouvement dans la jeunesse qui retrouvait aussi son catholicisme. Faut se remettre en tête qu'à l'époque, on a pas des reconversions, mais on va dire qu'il y a un nombre de certains penseurs comme Ernest Psicari qui vont retrouver leur foi, et même Péguy par exemple, qui est un de ces exemples. Et il lui reprochera, alors que lui, Sorel, n'est pas chrétien, il est de culture chrétienne, mais il est agnostique toute sa vie, il lui reprochera, entre guillemets, de ne pas franchir le porche, de ne pas aller jusqu'au bout de sa démarche de chrétien, toujours dans l'aspect moral dont a parlé Pierre au début de l'entretien. Ce qui est assez intéressant, c'est que Maurras et Sorel, d'ailleurs, se tiennent à l'écart du cercle Proudhon. Oui. Et les gens du cercle Proudhon se réclament de Maurras et de Sorel. Ils lui font des éloges absolument fabuleux. Ils lui consacrent même un cahier justement à Sorel. Et par exemple aussi sa énième déception et sa dernière déception, c'est bien évidemment la Première Guerre mondiale. Là, il faut aussi pareil considérer qu'à l'époque, Sorel, il est en correspondance avec tous les plus grands intellectuels européens de l'époque. À l'époque, c'est vraiment une émulsion européenne. Et donc, il est en correspondance
pense notamment avec Benedetto Croce, un penseur libéral, mais penseur libéral comme on aimerait que tous les penseurs libéraux actuels le sont. C'est vraiment intelligent, un peu comme Guglielmo Ferrero. Et aussi l'autre penseur, de qualité avec qui il est en correspondance, c'est bien évidemment Vilfredo Pareto. Ouais. Et là où ils ont une prescience, par exemple, c'est qu'ils vont très bien comprendre que la Première Guerre mondiale est une guerre civile, entre guillemets, entre Européens, entre personnes d'une même famille. Et qui va rafler la mise à la fin, c'est bien évidemment les États-Unis. Ils ont déjà, entre guillemets, cette vision géopolitique qui est assez intéressante et qui apporte de la profondeur, à mon avis, à Sorel, par exemple. Il y a une réfutation effectivement de l'hégémonie américaine dès cette époque. Ah, dès cette époque. Et finalement, peu d'années après, le cancer américain de Robert Aron et Arnaud Dandieu verra le jour. Eux-mêmes étaient très influencés par Sorel également. Donc tout ça fait un peu corps et applique une certaine cohérence. Mais d'autres penseurs l'avaient très bien vu. C'est la fameuse crise de l'esprit européen de Paul Valéry. Et même, je me souviens d'un anarchiste, Élie Faure, qui avait fait un voyage, par exemple, aux États-Unis et qui avait été, entre guillemets, à la fois émerveillé mais aussi apeuré parce qu'il s'était dit là il y a une machine qui va commencer à se mettre en branle, on sort de la doctrine Monroe du 19e siècle où entre guillemets les États-Unis avaient fait du continent américain leur chasse gardée, où ils avaient mis, excusez-moi de l'expression, un bon coup de pied aux fesses aux Européens en disant maintenant c'est à nous. Et à partir du moment où il y a des présidents comme Wilson, des présidents comme Eisenhower qui vont arriver au pouvoir, ils vont commencer à avoir cette volonté d'élargissement de l'impérium et notamment sur l'Europe. Alors et même avant avec la mainmise sur les Philippines, etc. Exactement. Alors, juste de manière très courte, après je parlerai tout de suite la parole à nos invités. L'absence de capacité de l'Europe à se fédérer semble être un souci pour Georges Sorel, même s'il n'en fait pas des tonnes là-dessus. Il est effectivement hostile à ce qu'il appelle l'hégémonie américaine en tant qu'Européen. Et ça, c'est un point sur lequel on n'insiste peut-être pas suffisamment quand on parle de Sorel. Très rapidement. Hein. Bah là, c'est sa tradition de Renan. Renan avait aussi cette capacité, à élargir la focale purement nationale à la focale européenne. Et comme je pense les auditeurs ont dû bien le comprendre, ce qui vraiment hante Sorel, que ce soit dans le monde prolétarien, mais aussi dans le monde bourgeois, c'est l'esprit de décadence et de dégénérescence. D'ailleurs, il oppose la violence à la décadence. C'est ça fondamentalement le thème retenu de Sorel. Hein. Exactement. Et comme Pierre l'a très bien dit au départ, c'est un lecteur de Nietzsche, c'est un lecteur de la naissance de la tragédie. Il sait très bien qu'aujourd'hui, qu'à l'époque, et même aujourd'hui, malheureusement, l'Europe est en perte de vitesse. Déjà à l'époque, il pressent ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, Pierre Le Vigan, surtout ça. Oui, ce qu'a souligné Rodolphe est tout à fait pertinent. Sorel se réfère très souvent à ce qu'il appelle le pluralisme. En fait, le pluralisme, c'est une expression qui n'est pas forcément très claire. Ce que veut dire par là Sorel, c'est tout simplement la régénération continuelle de l'histoire dans la lignée de la science nouvelle de Gian Battista Vico, 150 ans auparavant que nous évoquions. Et effectivement, c'est vraiment l'idée que les cycles se régénèrent, déjà que l'histoire est un cycle, que ces cycles se régénèrent, pour le coup, ça rejoint l'idée d'éternel retour, mais de Nietzsche, mais appliqué pas seulement à nos vies particulières, même si ça inclut nos vies particulières, mais plus largement à tous les cycles historiques. Et donc, effectivement, il y a une conception qu'on pourrait à certains égards appeler assez romantique, ce qui d'ailleurs avait été bien vu, y compris par des critiques de Sorel, notamment un certain Louis Oustry, qui parlait, c'était pas idiot, il le faisait d'une manière critique, mais on peut le voir d'une manière pas seulement critique, mais finalement assez objective. Il parlait du wagnérisme de Sorel. Il disait c'est un wagnérisme socialiste. Oui. Effectivement, on retrouve chez Sorel cette notion wagnérienne de cycle. Effectivement. Et donc, effectivement, pour lui, ce qui compte avant tout, c'est de lutter contre la décadence et se donner les moyens on ne sait pas de l'endiguer par la violence. Si Sorel voulait une Europe indépendante, mais ce qui est sûr, c'est qu'il, bien entendu, il préfère une Europe indépendante à une Europe dominée ou assujettie. Mais il n'a pas forcément vu avec autant de vigueur que d'autres le danger américain. Ça, il ne faut pas, disons, faire de Sorel le devin qu'il n'a pas toujours été. Il n'a pas non plus anticipé sur le danger du totalitarisme, parce qu'il est mort en 22. Et en fait, ce qu'il retient du bolchevisme, c'est la révolution. Quand il est léniniste, c'est pas parce que Lénine crée, avant de mourir, un ordre qui deviendra totalitaire et qui est déjà totalitaire avant la mort de Lénine. Ce qu'il salue en Lénine, c'est le révolutionnaire. C'est pas celui qui
instaure un ordre nouveau, c'est avant tout celui qui bouscule et qui détruit l'ordre ancien. C'est vrai, Pierre Le Vigan, mais il faut dire aussi que la critique que peut faire Sorel de l'étatisme le conduit à un moment donné à voir dans le léninisme et dans Mussolini, sinon les germes, en tout cas les prodromes d'un certain totalitarisme irrationaliste. Disons que ce qui fascine Sorel dans la révolution russe et dans le rôle de Lénine, même s'il n'y a pas que Lénine, Trotsky aussi est un acteur très important de cette révolution dans les premiers temps, c'est effectivement la violence révolutionnaire qui balaye une classe pourri, disait Lénine, hein, et Lénine parle. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'il y a une correspondance langagière dans la façon de parler de la bourgeoisie entre Lénine et Sorel. C'est-à-dire que Lénine a des côtés rationnels, théoriciens, comme le soulignait Rodolphe Carte, des côtés très rigoureux dans l'énoncé des termes, dans la doctrine, alors que Sorel a un côté plus éruptif. Mais il y a quand même des points communs. C'est que quand Lénine parle de la bourgeoisie, il y a une haine qui est quasiment une haine morale. Par exemple, quand Lénine parle de la bourgeoisie, il ne dit pas tant que c'est une classe exploiteuse, même si c'est sous-entendu en tant que théoricien marxiste, mais il insiste beaucoup sur son côté dégénéré. Or, le terme dégénéré, c'est un terme, qu'on le veuille ou non, moral. Et ce que Sorel apprécie chez Lénine, c'est tout d'abord qu'il a fait réellement, c'est pas un simple intellectuel, la révolution, mais aussi qu'il condamne moralement la bourgeoisie comme classe finie, décadente, dégénérée, à balayer historiquement. Et donc, effectivement, là-dessus, effectivement, cette apologie de la violence fait l'impasse, c'est sûr, sur les risques de totalitarisme. La difficulté qu'on rencontre quand on lit Sorel, c'est qu'il est anti-étatique, il est aussi anti-parlementaire, sachant que le parlementarisme peut être une forme d'étatisme, mais c'est pas non plus automatique, hein, ce qu'il faudrait quand même souligner. Voilà. Comme solution, ça ne laisse finalement que la démocratie directe, mais finalement, l'aspect positif qui se dégage en creux, puisqu'au finalement, si on refuse l'étatisme, si on refuse l'étatisme, notamment jacobin, si on refuse le parlementarisme, il devrait rester que la démocratie directe. Et finalement, Sorel en parle très peu. C'est-à-dire que, alors en creux, on comprend bien qu'il ne reste que ça, mais il en parle très peu. On a le sentiment que Sorel est plus à l'aise dans la critique que dans l'énonciation positive, si je puis dire. Alors Pierre Le Vigan, Rodolphe Carte et David Lépée, est-ce que ça ne va même pas plus loin ? C'est-à-dire que on sait contre quoi est Sorel, on ne sait pas vraiment pourquoi il est d'un point de vue purement politique et social, sur le plan philosophique, sur le plan métapolitique, si j'ose dire, intellectuel, on voit très bien ce qu'il défend et ce qu'il descend, ce qu'il pourfend. Mais il y a une difficulté d'appréhender un programme sorélien au pouvoir, et on ne voit pas très bien comment ça pourrait se traduire, d'autant plus que lorsqu'il y a eu une tentative d'annexion de la pensée de Sorel politiquement par certains États comme l'Italie fasciste ou la Russie léniniste, ça n'était pas pour appliquer Sorel, mais surtout pour essayer de faire en sorte de montrer en quoi il y avait de bons côtés, mais aussi en quoi il y avait de très mauvais côtés. Et Sorel a bien montré lui aussi qu'il n'était pas forcément en osmose avec ce que ses partisans... En fait, il trouve dans les mouvements de révolte et de violence à travers le fascisme et le communisme, des choses sympathiques parce qu'elle renverse la révolution bourgeoise, mais en même temps, du point de vue de l'axiomatique, de la normativité et d'une application stricte de ces principes au pouvoir, on ne voit pas ce que pourrait être un sorélisme du pouvoir. Alors l'un des paradoxes, par exemple, de Sorel, c'est que quand on lit les matériaux pour une théorie du prolétariat, etc., les fameuses réflexions sur la violence de 1908, réactualisées, etc., on se dit qu'il aurait dû applaudir des deux mains à l'aventure de Fiume de Gabriel D'Annunzio. Or, il la critique, il la condamne, si je puis dire. Ce qui paraît paradoxal, parce que pour le coup, c'est une sorte de pré-fascisme, de fascisme des premières heures, avec l'auto-organisation des producteurs, le vote des femmes, enfin quelque chose à la fois de violent et d'hyper-démocratique,
Et on se dit, pour le coup, c'est ce qui aurait dû plaire à Georges Sorel. Eh bien non. Mais vous savez, Taguieff dit dans sa préface que Marinetti et le futurisme se sont beaucoup réclamés de Sorel, que l'inverse n'est pas forcément vrai, et qu'on voit difficilement comment on pourrait mettre Sorel et le futurisme marinettien sur le même pied d'égalité. Est-ce qu'il y a véritablement recouvrance? Non, à mon avis. Mais on a quand même, David Lépée, me semble-t-il, une difficulté d'appréhension de ce que serait un socialisme français influencé par Sorel, qui pourrait demain germer dans ce qu'on pourrait appeler une praxis sociale et une praxis politique qui serait donc efficiente. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît tout à fait hors de propos, inepte, ou au contraire, est-ce que ça vous semble juste? Et comment lire Sorel si on veut s'interroger sur les questions du pouvoir politique? Eh bien oui, le sorélisme, si ce terme a un sens, relève davantage de la critique que du programme. Et par exemple, quand on pense à la pensée de Sorel, on pense par exemple à la théorie de la grève générale, on voit bien que politiquement, la grève générale n'est pas un but, elle est un moyen. Elle est un moyen vers quoi? C'est difficile à dire. Vers quoi politiquement, puisque le dépassement de l'État est prévu dans l'idée. Donc, peut-on encore parler de politique politicienne sans État? C'est autant de questions qui se posent, d'autant plus, comme l'a relevé Pierre Le Vigan avec l'exemple de la critique morale de la bourgeoisie, qu'on est dans une forme de socialisme très particulier, puisqu'il échappe aux catégories du matérialisme historique. Alors Lénine était peut-être aussi un peu ambigu par rapport à ça, mais c'est vrai que Marx n'aurait jamais pu écrire ce genre de choses, encore qu'il ait pu les penser ou les éprouver en tant qu'homme, mais la critique marxiste de la bourgeoisie, elle est matérialiste, c'est-à-dire elle se fonde sur une dialectique des rapports de production. Or, dans le socialisme réel et dans les révolutions réelles, et c'est valable y compris pour les révolutions non socialistes ou autres ou populistes, quand les gens descendent dans la rue, c'est pas parce qu'ils veulent récupérer la plus-value extorquée par les employeurs, c'est parce qu'ils subissent une oppression et qu'ils la subissent comme l'état d'une injustice, donc un sentiment moral. Alors, est-ce qu'on fait une bonne politique avec ça? En tout cas, c'est un bon déclencheur pour les grands changements, pour les révolutions, pour les insurrections. Et là encore, on en revient au mythe sorélien. Je ne sais plus quel analyste opposait le mythe sorélien, qui voyait peut-être récupéré par une anthropologie de droite, moins matérialiste, à son équivalent à gauche, qui serait l'utopie. Or, disait cet analyste, l'utopie est quelque chose de très cérébral, le mythe est quelque chose de plus viscéral, et dans le populisme, dans les mouvements de masse, le mythe porte plus que l'utopie. Alors, ce que Sorel nous lègue, ce que Sorel peut léguer aux Gilets jaunes de demain ou autres mouvements sociaux, c'est certainement pas un programme, c'est certainement pas une vision de l'État, puisque ce serait une vision par la négative, mais c'est peut-être un mythe qui permet d'enclencher le processus révolutionnaire. Pour donner quoi? Alors là, il faut se trouver d'autres maîtres ou ne pas s'en trouver du tout, ce qui est encore mieux. Alors là, je vais compliquer la tâche, David Lépée, et aussi pour Rodolphe Carte et Pierre Le Vigan. Si la démocratie directe fait partie des choses que défend Sorel, mais de manière quand même assez limitée, et qu'il n'y a pas d'autre voie que celle de cette démocratie directe, alors à quoi faut-il ajouter dans un esprit sorélien? Qu'est-ce qu'il faut ajouter à cette démocratie directe pour qu'elle puisse être une alternative au capitalisme exploiteur et bourgeois et un socialisme collectiviste ou étatiste qui déracine l'individu et les peuples? Alors, on pourrait dire que peut-être l'élément le plus solide, le plus permanent, qu'il faut essayer de repenser à la lumière de la société telle qu'elle est, des technologies telles qu'elles ont évolué, c'est quand même l'idée sorélienne de fond. C'est quand même une idée très proudhonienne. Sorel est certainement beaucoup plus proudhonien que marxiste, même s'il se réclame beaucoup de Marx. C'est l'idée d'auto-organisation des producteurs. Auto-organisation des producteurs. Alors, ce qui va de pair avec la démocratie directe. Alors, il y a 30 ans, on parlait d'autogestion. L'autogestion pouvait en être à certains égards une forme, mais historiquement, ça n'a pas été beaucoup expérimenté, si ce n'est dans la Yougoslavie, avec des résultats, disons, mitigés. Mais c'est cette idée.
il y a quelque chose qui peut nous aider aussi à comprendre un petit peu la vision de la société de Sorel, c'est l'intérêt qu'il a manifesté pour les cités-jardins des Bonnes Heures Awards. Là aussi, on comprend, ce que certains lui ont reproché, on comprend que son idéal, c'est au fond une société en quelque sorte qui ne soit pas justement une société de masse, qui soit une société, si je puis dire, à taille humaine, une société où les gens ont une visibilité sur le voisin et ne sont pas noyés dans la masse, parce que c'est quand même ça, les cités-jardins, c'est le contraire de ce qu'ont été plus tard les grands ensembles, et donc c'est un petit peu, on pourrait faire un parallèle, le communisme labiche de Louis-Ferdinand Céline. Voilà, donc... on pourrait, moi je vous vois faire la moue. Je pointerai cet aspect. Concernant l'après-révolution, alors évidemment que Sorel avait tout à fait conscience de la difficulté qu'était à prévoir les prochaines institutions. Je pense que justement sur ce point, Proudhon est largement plus intéressant. Sur le côté du mutualisme, ce genre de choses, ou du fédéralisme, David pourrait nous en parler. Je pense que Proudhon a une sensibilité institutionnaliste beaucoup plus profonde que Proudhon. Cependant, Proudhon, Sorel. Ouais, que Sorel. Ouais. Cependant, là où Sorel est, à mon avis, on peut le qualifier d'idéaliste, mais là où il est aussi profondément matérialiste, c'est qu'il sait très bien que la difficulté, c'est que va faire une fois, entre guillemets, que les masses prolétariennes se sont emparées des moyens de production, que vont-ils en faire ? Il appelle même ça la pierre d'achoppement du socialisme. Il revient très souvent dans des textes sur, la difficulté à penser ce changement de propriété, ce qui, à mon avis, est assez pertinent. Alors, David Lépée, une question que je ne peux pas ne pas vous poser, parce qu'elle se pose souvent, y compris à Radio Courtoisie, et la pluralité des droites qui s'expriment à Radio Courtoisie, défend en général la collaboration de classe, ce qui n'était pas le cas de Sorel, qui lui était favorable à la lutte des classes. Est-ce que cette lutte des classes est un moyen ou est-ce une finalité ? Est-ce que cette lutte des classes est une réalité dont il faut prendre connaissance et dont il faut prendre acte ? Ou est-ce qu'il faut la pousser au maximum pour désagréger la société, la fragmenter, y compris dans le travail. Autrement dit, est-ce que on peut parler de lutte sociale et de lutte des classes comme moyen plutôt que comme fin, ce qui serait peut-être finalement la meilleure solution pour le prolétariat, pour le peuple, pour les ouvriers, pour les travailleurs qui ont besoin d'avoir à la fois une autonomie, mais en même temps une protection. C'est une question fondamentale et c'est un des points peut-être les plus originaux de la pensée de Sorel dans la vaste galaxie du socialisme, c'est qu'il donne l'impression au contraire justement que la lutte des classes, plus encore que chez les marxistes, n'est pas un simple moyen, mais une fin. Dans le Sorel d'une certaine période, on va retrouver ça chez Édouard Berthe et on va retrouver ça aussi dans certaines périodes chez des auteurs comme Georges Valois. C'est-à-dire que oui, il préconise la lutte des classes, en cela il est semblable aux marxistes, mais là où il diffère d'eux, c'est que il n'envisage pas comme objectif à terme de cette lutte des classes la construction d'une société sans classe, mais une espèce de maintien permanent d'un équilibre par la lutte, qui soit à la fois l'équilibre économique dans le cadre de l'industrie. Il préconise une lutte des classes où les guerriers soient efficaces des deux côtés, autant du côté syndicaliste, prolétaire, que du côté des patrons qui, en défendant leur intérêt, vont concourir ensemble à générer un équilibre qui est celui de la meilleure production. Et quelque part, dans l'usine sorelienne, le meilleur ouvrier est à la fois le meilleur syndicaliste et le meilleur révolutionnaire est à la fois le meilleur producteur. Et puis l'idée, David Lépée, que la collaboration des classes puisse être opératoire, c'est imaginer qu'il puisse y avoir un équilibre entre le capital et le travail. Or, on s'aperçoit que dans un régime capitaliste, les forces du capital, systématiquement, ont raison des forces du travail, raison pour laquelle on ne peut pas justement croire illusoirement à leur collaboration, justement, à ces classes. Non, bien sûr. La bourgeoisie est désigné
désignés comme ennemis. Néanmoins, cette version sorelienne de la lutte des classes, quelque part, est une forme de collaboration, mais de collaboration via un équilibre généré par la lutte. Ça fait penser à la phrase de Stendhal sur le meilleur régime. Je crois que c'est Stendhal qui disait « Le meilleur régime, c'est la dictature additionnée par l'attentat ». Alors chez lui, il y avait une certaine ironie, mais chez Sorel, on a l'impression que c'est ça en disant le meilleur régime, c'est le capitalisme, mais additionné en permanence par la lutte syndicale, la révolution au sein de l'usine, ce qui permet de générer, et là c'est très bergsonien aussi, une espèce d'énergie qui est à la fois une énergie révolutionnaire et une énergie de la production, parce qu'il faut pas oublier, et ça c'est le côté moderne, qu'on est dans une logique productiviste et sur ce plan-là du moins matérialiste. Alors, je cite, pour en conclure, la conclusion, justement, de Pierre-André Taguieff à ses réflexions sur la violence, parce qu'elle me semble tout à fait intéressante. En s'installant dans les esprits à gauche comme à droite, l'idéologie du consensus a fait de la division, de la séparation et du conflit autant de noms du diable. Elle a en même temps masqué l'effacement de ce « nous » qui seul peut permettre, dans une société démocratique, un bon usage des interactions conflictuelles, par-delà la haine et le ressentiment. C'est pourquoi dans la société française contemporaine, la fragmentation, le déchirement et la peur de tous envers tous se sont installés après l'extinction des feux du conflit socialisateur. Et qui donc, à gauche, se soucie désormais des vertus héroïques, de l'élévation morale des peuples ou de la portée morale des mobilisations syndicales. Le cynisme, la jalousie sociale et le consumérisme insatiable semblent avoir gagné la partie. Il s'ensuit que la lyre Sorel est devenue une aventure risquée. Voilà, merci David Lépée, merci Pierre Lévigan, merci Rudolf Karl. Je rappelle donc la réflexion sur la violence de Georges Sorel, paru aux éditions Crisis, préfacé par Pierre-André Taguieff, et également le livre de Rudolf Karl, le Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur, avec une préface de David Lépée. Et je n'oublie pas non plus le message de l'auditeur qui me demande si Primo de Rivera a été assassiné ou a-t-il été décédé de mort naturelle. Non, il a été assassiné le 20 novembre 1936, comme il a été dit dans une autre émission sur Radio Courtoisie, émission postérieure. Voilà, merci chers auditeurs, et on se retrouve le mois prochain.